Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. On va voir comment utiliser le test de Wilcoxon pour comparer des moyennes. Donc je vais commencer par vous présenter la question qui va nous servir de prétexte à utiliser ce test de Wilcoxon. Cette question, c'est celle du vol comme moyen de locomotion chez les animaux. Le vol, c'est un moyen de locomotion qui est coûteux en énergie. Et la question qui m'intéresse, c'est de comprendre les conséquences de ces coûts énergétiques. Et là, en l'occurrence, on va s'intéresser aux conséquences en termes de longévité et se demander quel est l'impact du vol sur la longévité. Alors, pour réfléchir à cette question, il faut bien sûr comparer des animaux qui volent à des animaux qui ne volent pas. Et j'ai choisi comme groupe d'animaux volants les chauves-souris. Donc je vais comparer la longévité de chauves-souris à la longévité d'un autre groupe d'animaux que je dois bien choisir parce que je veux faire des comparaisons entre des choses comparables. Donc je vais déjà commencer par essayer de trouver un groupe d'animaux qui, d'un point de vue phylogénétique, ne soit pas trop éloigné. Donc en l'occurrence, je vais prendre des rongeurs. L'autre avantage des rongeurs, c'est que leur poids est à peu près comparable à celui des chauves-souris, du moins c'est ce que je pense au départ. Et ça c'est important parce que on sait, et on le verra dans une autre vidéo, que le poids est lié à la longévité, c'est-à-dire que les animaux les plus lourds vivent en règle générale plus longtemps. Pour répondre à ma question, j'ai accès à des données, et vous voyez en bas de cette diapositive la référence de la base de données que j'ai utilisée. Alors ce que je vais commencer par faire, c'est revenir sur cette question du poids et comparer les masses des chiroptères à celles des rongeurs. Rappelez-vous, je veux comparer des animaux qui ont des poids similaires, des poids comparables. Alors ici, je représente dans un graphique de type boîte à moustache, en abscisse l'ordre, donc chiroptère ou rongeur, et en ordonnée la masse. Alors c'est la masse un peu transformée, vous voyez ici, c'est indiqué, c'est la masse transformée par la fonction logarithmique. Ça veut dire que quand je lis un 4 ici, en fait, ça veut dire 10 puissance 4, c'est-à-dire 10 000 grammes, 10 kg, et ici, ça veut dire 10 grammes. Donc j'ai des poids qui vont de 10 à 10 puissance 4, c'est une gamme de variations assez importante, et c'est pour cette raison que j'ai utilisé la transformation log, parce que si j'avais laissé ces masses dans leur échelle naturelle, en fait le graphique aurait été complètement écrasé vers les faibles valeurs et on n'aurait pas vu grand chose. Alors une fois qu'on a représenté les données comme ça, ce qu'on voit déjà c'est que la boîte où se trouve l'essentiel des valeurs des chiroptères, elle chevauche pour partie la boîte où se trouve l'essentiel des valeurs de masse des rongeurs, donc il y a bien des masses comparables dans ces deux groupes. Néanmoins, on a ici un petit groupe de rongeurs qui sont très lourds, qui sont plus lourds que la plus grosse des chauves-souris. J'ai donc fait le choix de retirer ces 15 rongeurs qui sont trop gros, ce qui fait qu'au final il me reste mes 88 chiroptères, mes 88 chauves-souris et 188 rongeurs. Maintenant que mon jeu de données est nettoyé, je vais pouvoir commencer à regarder mes données de longévité. Donc vous les voyez ici représentées dans un histogramme. Donc en abscisse, la longévité transformée en classe, et en ordonnée, le nombre d'espèces. Donc la barre bleue qui est ici veut dire qu'il y a un peu moins de 30 espèces de rongeurs qui vivent moins de 5 ans, donc de 0 à 5 ans. Cet histogramme, il permet de voir deux choses. La première, c'est que la distribution des chauves-souris, représentée en rouge, est légèrement décalée vers la droite par rapport à celle des rongeurs. Donc ça, c'est une première indication que probablement les longévités ne sont pas identiques entre les deux groupes, rongeurs et chauves-souris. La deuxième chose, c'est que ces distributions sont clairement asymétriques. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'une distribution est asymétrique? Je vais prendre le cas des rongeurs, qui est un cas assez clair. Cette distribution de longévité chez les rongeurs, elle a un pic ici. Donc ça, c'est la classe de longévité qui est la plus représentée chez les rongeurs, c'est la classe 5-10 ans. Si je regarde maintenant le nombre de barres à gauche de ce pic, j'en ai une ici, qui est la classe 0,5 ans, et par contre j'en ai beaucoup plus à droite. Donc ça veut dire que j'ai plus de dispersion, plus de variation de longévité à droite du pic qu'à gauche. Si la distribution était symétrique, je devrais avoir mon pic au milieu et autant de barres à droite qu'à gauche. Cette dissymétrie, il y a une autre façon de la voir, c'est de représenter les données comme on l'a fait tout à l'heure en boîte à moustache. Donc cette fois-ci en abscisse l'ordre, chiroptère rongeur, et en ordonnée la longévité en années. Alors la boîte à moustache représente une version simplifiée, une version résumée de la distribution. Je vous rappelle que la barre centrale ici en trait épais, c'est la médiane, donc c'est la valeur qui coupe le jeu de données en deux. J'ai 50% d'observation au-dessus de cette valeur et 50% en dessous. Et puis les boîtes,
sont délimités par les quartiles. Donc la limite basse, c'est le premier quartile, la limite haute, c'est le troisième quartile. Donc j'ai 25% des observations en dessous du premier quartile et 25% des observations au-dessus du troisième quartile. Ce que je peux constater sur cette boîte ici, c'est que la médiane n'est pas exactement au milieu, elle n'est pas à distance égale du premier et du troisième quartile. Donc il y a bien une asymétrie ici. Et cette asymétrie, je la vois encore mieux si je regarde la distance entre la médiane et les extrémas. C'est-à-dire si je regarde la distance entre médiane et minimum et médiane et maximum. La distance médiane-maximum est beaucoup plus élevée, beaucoup plus importante que la distance médiane-minimum. C'est par ailleurs la même chose si je regarde la distribution des chiroptères, même si la dissymétrie est un petit peu moins évidente. Pourquoi c'est intéressant de se poser la question de cette symétrie? Parce que une distribution qu'on utilisera très souvent en statistique, c'est la distribution normale, c'est la fameuse courbe gaussienne, la courbe en cloche, et cette distribution, elle a la propriété d'être symétrique. Donc le fait que nos distributions ne soient pas symétriques, c'est un indice que probablement ces distributions ne sont pas des lois normales. Alors c'est un indice mais ce n'est pas une preuve, et donc on va vérifier la normalité de nos données grâce à un test qu'on verra très souvent, qui est le test de Shapiro-Wilk. C'est un test dont l'hypothèse nulle est que les données sont issues d'une distribution normale. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais réaliser ce test sur les chiroptères et sur les rongeurs. Alors j'utilise un logiciel statistique pour faire ce test. Par ailleurs, cette année, vous n'aurez pas à faire le test de Shapiro-Wilk à la main, on vous donnera systématiquement ces résultats. Par contre, au second semestre, vous utiliserez le même logiciel que j'ai utilisé moi pour le faire. Quand je réalise ce test sur les chiroptères, j'obtiens alors ici le résultat qui m'est fourni par le logiciel. Ça, c'est la statistique du test. Et p-value en anglais, ça veut dire risque de première espèce. Donc vous voyez que le risque de première espèce que j'obtiens chez les chiroptères, c'est 7%. Donc c'est un risque qui n'est pas très éloigné des 5%, mais quand même au-dessus. Par contre, chez les rongeurs, alors là, il n'y a pas d'ambiguïté du tout. Le risque de première espèce est très très faible, c'est 8 fois 10 puissance moins 11. Donc je peux rejeter sans crainte de me tromper l'hypothèse nulle de mon test de Shapiro-Wilk, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai détecté un écart très significatif à la normalité dans mes données de longévité pour les rongeurs. Donc on a vu que nos données ne sont pas normalement distribuées. Alors maintenant, on va se servir de cette information pour identifier l'outil statistique qui est adapté pour traiter notre problème. Et ça, on va le faire grâce au formulaire et grâce à l'arbre de choix qui est dans ce formulaire à la page 16. Cet arbre de choix, il commence par la question que vous voyez à gauche de l'écran. X et Y sont-elles liées? Alors de quoi parle-t-on? On parle de deux variables, X, Y, et on verra que dans la plupart des situations que vous aurez à traiter, finalement, votre question se résumera à savoir s'il y a bien un lien statistique, une corrélation, on pourrait dire, entre X et Y. Est-ce que lorsque X change, Y change? Et une fois formulé comme ça, finalement, le problème peut être représenté sous la forme d'un graphique. C'est ce qu'on a déjà fait finalement quand on a représenté la longévité en fonction de l'ordre. Et donc ça veut dire que notre X, c'est l'axe des abscisses de notre graphique, c'est-à-dire c'est ordre, et notre Y, c'est l'axe des ordonnées, c'est-à-dire c'est la longévité. Donc voilà les deux variables dont on parle. Alors une fois qu'on a identifié ces variables, il faut réfléchir à leur nature. Et ici, on va simplement trier les variables en deux grandes catégories, qualitatif et quantitatif. Une variable qualitative, c'est une variable qui permet de définir des groupes, mais qui ne permet pas de faire de classement. Et c'est typiquement le cas de notre variable x, puisqu'il s'agit de l'ordre, donc on définit bien deux groupes, rongeurs et chiroptères, mais on ne peut pas les classer. Par contre, la variable y, ici c'est la longévité, c'est une mesure, c'est une quantité, et à partir de cette variable y, on peut classer les données. Donc on est dans cette combinaison qualitative-quantitative, et ce que le petit schéma qui est à gauche ici vous dit, c'est que cette combinaison se représentera graphiquement, quasiment toujours, par un graphique de type boîte à moustache, ce qu'on a bien vu juste avant. La question suivante, c'est maintenant qu'on a compris qu'en fait on allait comparer deux groupes, c'est qu'est-ce qu'on veut comparer au juste entre ces deux groupes. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est si les chauves-souris vivent le même temps que les rongeurs. Donc en fait, la question, elle peut se formuler comme est-ce que, en moyenne, les chauves-souris vivent aussi longtemps que les rongeurs? Et ça, c'est bien le signe que ce que nous cherchons à comparer ici, ce sont les moyennes des groupes. La question suivante peut paraître un peu technique, un peu difficile. En fait, elle est très très simple. On vous demande le nombre de modalités de la variable x. On a vu tout à l'heure que x était une variable qualitative et que donc en tant que telle, elle permet de définir des groupes. Le nombre de modalités de x, c'est simplement le nombre de groupes qu'on peut définir à partir d'elle. Donc ici, 2.
On arrive maintenant à des questions un petit peu plus techniques, qu'on va dire questions sur les conditions de validité d'un test. Alors, on commence par une question qui est symbolisée ici par le petit i, c'est-à-dire une question sur l'indépendance des observations. Alors, vous rencontrerez au cours de ce semestre deux grands types de situations. Une situation où les échantillons sont dits appariés et une situation où les échantillons sont dits indépendants. Les échantillons appariés, c'est des échantillons où finalement chaque individu a été mesuré 2 fois. Donc on verra un exemple comme ça en TD. Mais ici, ce n'est pas du tout notre cas. Chaque espèce n'a été mesurée qu'une fois. On a une valeur de longévité par espèce. Donc on a bien des échantillons indépendants. Et donc on va continuer sur la branche du haut, c'est-à-dire la branche qui correspond à la réponse oui à la question qui nous était posée. La question suivante, elle est ici. Alors vous voyez ici un grand N. Ça veut dire normalité. Donc la question c'est est-ce que les données sont normalement distribuées? Alors cette question-là, on ne peut pas y répondre comme ça, simplement en lisant l'énoncé, il faut faire un test, mais ce test on l'a déjà fait, c'est le test de Shapiro-Wilk. Et à la question est-ce que les données sont normalement distribuées, on peut clairement répondre non, puisqu'on a rejeté l'hypothèse nulle du test de Shapiro-Wilk, au moins pour les rongeurs. Donc là on ne va pas prendre la branche du haut, on va prendre la branche du bas, et on arrive au test de Wilcoxon, ça y est, on a identifié le test qui est adapté à notre situation. Ce test de Wilcoxon, son déroulement est décrit à la page 7 du formulaire. Donc on se rend à la page 7 du formulaire et on va commencer la réalisation de notre test de Wilcoxon. Et évidemment, la première étape qu'on doit faire dans ce test, rappelez-vous, on l'a déjà vu dans la vidéo précédente, c'est de choisir nos hypothèses, hypothèse nulle, hypothèse alternative. Donc on a dit qu'on voulait comparer des moyennes. On pourrait se dire, finalement, on est dans la même situation que dans la vidéo précédente, quand on comparait les haricots par un test de permutation, et on pourrait donc écrire H0, hypothèse nulle, μc égale μr, c'est-à-dire la moyenne de longévité des chiroptères est égale à la moyenne de longévité des rongeurs. Alors c'est tout à fait logique comme raisonnement, sauf que c'est pas exactement comme ça qu'est formulée l'hypothèse nulle dans le cas du test de Wilcoxon, pour des raisons qui sont vraiment des raisons techniques sur lesquelles je ne veux pas m'étendre. Je vais quand même vous montrer une formulation de cette hypothèse nulle. Alors, encore une fois, il y a plusieurs façons de la formuler. J'ai pris une formulation qui est mathématiquement exacte, mais qui me semble la moins compliquée. Cette formulation, vous la voyez ici. Donc, probabilité que grand YC est supérieur à grand YR. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire la probabilité que Y, c'est la longévité. Donc que la longévité d'une chauve-souris soit plus grande que celle d'un rongeur. Donc la probabilité qu'une chauve-souris vive plus longtemps qu'un rongeur est égale à la probabilité qu'un rongeur vive plus longtemps qu'une chauve-souris. C'est ça que ça veut dire. Bon, c'est la moins compliquée des formulations qui mathématiquement est exacte, mais ça reste un peu compliqué. Donc dans le cadre du test de Wilcoxon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va formuler l'hypothèse nulle sans les symboles mathématiques. On va la formuler de façon moins rigoureuse en français. Et ce que je vais dire ici, c'est que mon hypothèse nulle, c'est qu'il n'y a pas de différence de longévité entre chiroptères et rongeurs. Alors reste maintenant à formuler l'autre hypothèse, l'hypothèse alternative. Alors là, vous vous rappelez, on avait déjà pas mal discuté de ça dans la vidéo précédente, qu'il y a plusieurs choix possibles. On peut faire un test unilatéral ou on peut faire un test bilatéral. Et ça va dépendre de nos a priori sur la situation. Alors qu'est-ce qu'on peut avoir comme a priori sur les longévités des chiroptères et des rongeurs? Alors première chose, on pourrait reprendre la question de départ sur les coûts métaboliques, les coûts énergétiques du vol, et se dire finalement le vol, si c'est très très coûteux, ça devrait faire que les animaux qui volent vivent moins longtemps. Donc notre hypothèse alternative, ça pourrait être les rongeurs vivent plus longtemps que les chauves-souris. Ça serait une façon de raisonner. Une autre façon de raisonner serait de se dire que l'évolution des chiroptères a dû mettre en place des compensations de ces coûts énergétiques, et que donc finalement la situation n'est pas si claire que ça. Peut-être même que, si ça se trouve, ces mécanismes de compensation font que les chauves-souris vivent plus longtemps que les rongeurs. Donc H1, ce serait les rongeurs vivent moins longtemps que les chauves-souris. Donc voilà deux formulations opposées qui amèneraient à faire des tests unilatéraux. Et on voit bien que là, finalement, j'ai pas tellement d'éléments pour choisir entre ces deux formulations. Donc moi, je vais prendre la troisième formulation possible. Comme je ne sais pas du tout dans quelle situation je me trouve, je vais faire un test bilatéral et je vais poser comme hypothèse alternative que rongeurs et chiroptères n'ont pas la même longévité, mais sans spécifier lequel des deux vit le plus longtemps. Donc on en vient maintenant à la réalisation du test proprement dite.
et notamment au calcul de la statistique de Wilcoxon. Alors comme indiqué en titre de cette diapositive, le test de Wilcoxon c'est un test de rang, c'est-à-dire qu'il repose sur le fait qu'on classe les données. Ici à l'écran vous avez les données toutes mélangées, rongeurs en bleu et chiroptères en rouge, et on va les organiser, on va les trier par ordre croissant de notre variable y, c'est-à-dire par ordre croissant de longévité, en commençant par la plus petite et donc en terminant par la plus grande. Et là, deux situations sont possibles. Soit il n'y a pas du tout de différence entre chiroptères et rongeurs du point de vue de la longévité, et dans ce cas-là, on devrait avoir chiroptères et rongeurs mélangés dans le classement, c'est-à-dire des chiroptères aussi bien au début du classement qu'à la fin du classement. Ça, c'est la première situation possible. A l'inverse, on pourrait imaginer qu'il y a une différence forte entre chiroptères et rongeurs. Par exemple, on pourrait imaginer que les chiroptères vivent systématiquement plus longtemps que les rongeurs. Dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est que les deux groupes vont être séparés dans le classement et les chiroptères vont se retrouver sur les dernières positions du classement. Toutes les dernières positions du classement devraient être à ce moment-là occupées par les chiroptères. Alors, maintenant que les données sont triées, à l'écran, on voit bien qu'on n'est pas tout à fait dans ce cas extrême, mais que quand même, les dernières positions du classement sont plutôt occupées par des chiroptères que par des rongeurs. Alors, les données étant triées, maintenant, on va leur attribuer un rang, et c'est sur ces rangs qu'on va travailler. Alors voilà ces rangs qui vont donc de 1 pour l'animal qui vit le moins longtemps, qui en l'occurrence est un rongeur, jusqu'à 276 pour celui qui vit le plus longtemps, qui en l'occurrence est une chauve-souris. Alors les rangs c'est assez simple, on numérote les individus en fonction de leur position dans le classement, donc 1, 2, 3, 4, mais vous voyez qu'il y a des situations un petit peu plus étonnantes, comme ici c'est 6,5. Donc on a 4 animaux là qui ont le même rang, c'est en fait 4 ex-aequo, ils ont la même longévité, et ils ont un rang de 6,5 parce que si on avait continué la numérotation de façon simple, celui-ci aurait dû avoir le numéro 5, celui-là le numéro 6, celui-ci le numéro 7 et le dernier le numéro 8. Donc je mets ces numéros simples et j'en prends la moyenne, donc 5 plus 6 plus 7 plus 8 divisé par 4, ça me donne bien 6,5. Et des situations comme ça, il y en a pas mal tout le long du classement. Vous voyez ici 2 ex-aequo, 10,5. Là, il y a des 13,5 qui se suivent. Ici, il y a 3,17. Donc là, on est dans un cas où il y a 3 ex-aequo et quand on fait la moyenne, on tombe sur une valeur entière, mais on a aussi affaire à des ex-aequo. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ces rangs qu'on a obtenus? Eh bien, on va simplement les additionner, mais on va les additionner en séparant les rongeurs des chiroptères. Alors, je vais commencer par les chiroptères, donc les chauves-souris, et je calcule la somme des rangs. Alors, ces rangs, je les ai notés comme ça. Donc, grand R pour rang, C pour chiroptère ou chauve-souris. Et puis il y a un indice I pour dire que voilà, j'ai plusieurs espèces de chauves-souris et donc I c'est juste le numéro de l'espèce que je regarde. Donc je vais prendre tous ces rangs et les additionner pour I, donc ça c'est la somme, hein, c'est l'addition, et je les additionne pour I variant de 1 à 88 parce que j'ai 88 chauves-souris. Et j'obtiens ce résultat, donc 18 734. Ce calcul que je viens de faire pour les chiroptères, je peux évidemment le faire exactement de la même manière pour les rongeurs. Le résultat que j'obtiens, c'est 19 491, c'est beaucoup plus élevé, simplement, enfin pour partie, parce qu'il y a beaucoup plus de rongeurs dans le classement. Alors qu'est-ce que je vais faire maintenant de ces sommes de rangs? Donc voilà les données dont je dispose, j'ai les tailles d'échantillons, 88, 188, j'ai les deux sommes de rangs que je viens de calculer. En fait, dans le test de Wilcoxon, on va se servir de ces données pour calculer une statistique qui est le U de Wilcoxon. Et donc voilà l'équation. Alors vous voyez, c'est un petit peu compliqué. Et il faut distinguer dans ce calcul des choses qui dépendent des tailles d'échantillons, comme ça, NC fois NR, c'est juste les deux tailles d'échantillons, ou bien ça, NC fois NC plus 1 sur 2, ça c'est la taille d'échantillon des chiroptères qui est impliquée dans ce calcul. Donc ça ne va pas dépendre du classement, ça dépend juste des tailles d'échantillons. Ce qui dépend du classement, c'est la somme de rangs qu'on vient de calculer. Alors je remplace maintenant tout ça par les valeurs numériques, et voilà ce que j'obtiens. Donc 88 fois 188 c'est ça, 88 fois 89 sur 2 c'est ça, et puis le 18 734,5 qu'on a trouvé précédemment. Et j'obtiens cette valeur. Alors vous voyez que j'ai fait le calcul ici pour les chauves-souris, je peux aussi le faire pour les rongeurs. Et j'obtiens une autre statistique avec une autre valeur, mais sur le même principe de calcul. Donc voilà ce que ça donne pour l'équation. Donc vous voyez ici, NC fois NC plus 1 sur 2 devient NR fois NR plus 1 sur 2. Et puis ici, la somme des rangs des chiroptères est remplacée par la somme des rangs des rongeurs. Sinon, le principe est exactement le même. Et ça me donne ces résultats numériques pour cette valeur au final.
Alors on va se concentrer plutôt sur la première statistique, on verra pourquoi il y a deux calculs possibles et surtout on verra que ces deux calculs sont cohérents entre eux. Et pour l'instant je vais surtout utiliser le premier calcul, UC. Alors la première difficulté c'est que ce calcul il est un petit peu bizarrement posé, il n'est pas très parlant quoi. Dans la vidéo précédente, rappelez-vous, la statistique qu'on utilisait c'était simplement la différence des moyennes, c'était assez facile à comprendre. Ici c'est moins évident. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est essayer de voir qu'est-ce qui arrive à cette statistique dans deux situations extrêmes. Donc la première, c'est que les chauves-souris sont en tout début de classement, et la deuxième, c'est que les chauves-souris sont tout à la fin du classement. Donc première situation extrême, les chauves-souris vivent systématiquement moins longtemps que les rongeurs, et donc elles occupent les premières positions de mon classement selon la longévité. C'est-à-dire que la première, ça va avoir le rang 1, la seconde le rang 2, la troisième le rang 3, etc. jusqu'au rang NC, puisque j'ai NC chauve-souris. Donc dans cette situation-là, si je calcule ma somme des rangs, ça va être simplement la somme des NC premiers entiers, 1 plus 2 plus 3, etc. plus NC. Et ça, on sait le calculer, il y a une formule assez simple, qui est celle-ci, c'est NC plus 1 divisé par 2. Alors si je regarde maintenant ce que ce résultat va donner une fois qu'il sera incorporé au calcul de la statistique UC, vous voyez que ce NC plus 1 sur 2, il est là. Donc quand je vais soustraire ma somme des rangs, il va y avoir une simplification, et au final, j'obtiens UC égale NCNR. Ça, en fait, c'est la plus grande des valeurs possibles pour ma statistique UC. Et la plus petite, elle va être atteinte dans l'autre situation extrême, c'est-à-dire si jamais les chauves-souris vivent systématiquement plus longtemps que les rongeurs. Et dans ce cas-là, mes chauves-souris vont occuper les dernières positions du classement, c'est-à-dire que la première va être numérotée 189, puisque j'ai 188 rongeurs qui occupent le début du classement. Donc la première, ça sera la numéro 189, la seconde, la numéro 190, etc. jusqu'à la dernière, qui aura le numéro n, où n est simplement la somme des tailles d'échantillons. Alors là, le calcul est un petit peu plus compliqué à faire, mais pas tellement, en fait, puisque la somme des rangs des chauves-souris, puisqu'elles sont classées en dernier, ça va simplement être la somme des rangs totaux, donc c'est ça là, 1/2 de nn plus 1, moins la somme des rangs des rongeurs, qui est ça. Et si je simplifie ce calcul, j'obtiens cette chose-là. Alors je vais faire comme tout à l'heure, maintenant je vais regarder, quand j'incorpore cette somme des rangs dans mon calcul de UC, qu'est-ce qui se passe? Donc vous voyez que ça, là, c'est présent dans le calcul ici. Et puis cette chose-là, là, qu'on a déjà rencontrée, elle est présente ici. Donc quand je vais soustraire la somme des rangs, ces deux choses-là vont disparaître, et tout va se simplifier, si bien qu'à la fin, j'aurai UC égale 0. Et donc voilà la plus petite des valeurs. Donc je sais maintenant que UC va varier entre 0 et NCNR, et que plus les chauves-souris vivent longtemps, donc plus elles seront à la fin du classement, plus UC doit être proche de 0. Alors cette statistique dont on vient d'étudier les propriétés, elle a été imaginée par la personne dont vous voyez la photo ici, qui est Frank Wilcoxon, qui a publié le résultat de ses travaux en 1945, dans un article dont vous voyez la première page reproduite en bas de l'écran. Frank Wilcoxon, c'était un statisticien, mais qui travaillait pour le compte d'une entreprise de production d'insecticides. Et dans cet article, il a utilisé sa méthode pour comparer l'efficacité de différentes molécules insecticides. Plus de 10 ans plus tard, le travail a été repris par deux autres statisticiens, donc Mann, qui était un statisticien en poste, et Whitney, qui était son étudiant de l'époque, qui ont repris donc le travail de Wilcoxon pour le compléter, et notamment pour produire une description complète de la distribution de la statistique quand l'hypothèse nulle est vérifiée, donc quand les deux groupes ne sont pas différents. Et c'est ces résultats-là qu'on utilise aujourd'hui, donc on fait parfois référence au test de Wilcoxon-Mann-Whitney, donc pour reconnaître la contribution de chacun des trois personnages. Alors cette distribution, elle est décrite dans le formulaire, elle est décrite sous la forme de cette table que vous pouvez trouver à la page 24 du formulaire. Alors la forme de cette distribution, elle est représentée par la courbe qui ressemble à une courbe en cloche que vous avez en haut ici, mais cette forme en fait change selon les tailles des échantillons que vous analysez, et ces tailles sont indiquées ici. Vous avez N1 là, la taille du premier échantillon, et puis N2, la taille du deuxième échantillon. Donc selon les échantillons que vous traitez, il faudra chercher la bonne ligne et la bonne colonne pour utiliser la bonne distribution de Wilcoxon. Alors notre problème aujourd'hui, c'est qu'on a des échantillons avec N1 égale 88 et N2 égale 188, et que ces tailles d'échantillons ne figurent pas dans la table du formulaire, donc je ne vais pas pouvoir utiliser cette table pour finir le traitement de mes données, et je vais utiliser plutôt mon logiciel de statistique.
Alors néanmoins, avant de faire ça, il faut qu'on réfléchisse au lien entre cette distribution et le risque de première espèce que je vais devoir calculer pour terminer mon test. Donc pour réfléchir à la façon dont on doit calculer notre risque de première espèce, je vais représenter ma distribution de statistiques sous H0, c'est-à-dire je mets en abscisse ici la statistique U, et puis f de U, c'est la probabilité d'observer chacune des valeurs de U quand H0 est vérifié. Alors j'insiste, c'est un schéma, c'est-à-dire que cette distribution est bien une distribution de Wilcoxon, mais elle ne correspond pas à mes tailles d'échantillons 88 et 188. C'est simplement un schéma que j'utilise pour raisonner. Alors la première chose que je vais essayer de placer dans ce schéma, c'est ma valeur de statistique. UC 1725,5, je dois placer cette valeur dans le schéma. Le problème, c'est qu'il me faut un point de repère pour savoir si elle est plutôt vers là ou plutôt vers là. Et le point de repère commode, c'est la position du pic, donc du sommet de cette espèce de cloche. Ce pic, il est positionné, on vous le dit ici, en un point qui vaut N1, N2 sur 2, c'est-à-dire le produit des tailles d'échantillons divisé par 2, ce que je peux calculer facilement. 88 fois 188 divisé par 2, ça donne 8272. Ma statistique, c'est 1700 et quelques, donc clairement, elle est à gauche de ce pic. Maintenant, je peux la positionner. Je ne sais pas exactement où est-ce qu'elle va se placer, mais je sais qu'elle sera à gauche du pic. Bien, première étape dans le raisonnement. Deuxième étape, il faut maintenant qu'on fasse intervenir notre hypothèse alternative H1. Alors, dans la vidéo précédente, H1 était positionné comme ça, c'est-à-dire qu'on ne regardait qu'un côté de la distribution, et on avait dit, le risque de première espèce, c'est facile, c'est tout ce qui va dans le sens de la flèche H1. Donc là, tout ce qui est à gauche de UC. C'est-à-dire que le risque de première espèce, ça serait la probabilité d'être inférieur ou égal à UC, si mon hypothèse alternative était celle-ci. Mais rappelez-vous, j'ai fait le choix de faire un test bilatéral. Ça veut dire que je dois aussi considérer le côté droit de la distribution, et pas seulement le côté gauche. Donc il va falloir, pour que je calcule mon risque de première espèce, que j'additionne l'aire à gauche de UC, et puis une aire à droite, mais à droite d'une borne que je ne connais pas. J'ai juste la borne UC, je n'ai pas de borne supérieure. Donc il faut que j'arrive à déterminer une borne supérieure là, pour pouvoir calculer mon risque de première espèce. Alors comment faire? En fait, on va faire une espèce de raisonnement par symétrie. On va se dire, finalement, ce qui m'intéresse, c'est de représenter dans ce graphique les valeurs extrêmes. Donc là, j'ai des valeurs qui sont extrêmes parce qu'elles sont très petites. Je veux les valeurs qui sont aussi extrêmes, mais de l'autre côté de la distribution. Et finalement, le raisonnement auquel on va arriver, c'est que pour que les valeurs soient aussi extrêmes à droite qu'à gauche, il faut que l'aire à droite soit identique à l'aire à gauche. Et donc, on va choisir la borne supérieure, finalement, de telle sorte à ce que les deux aires aient exactement la même surface. Une fois qu'on a fait ce raisonnement, on peut se dire, finalement, puisque je dois additionner deux aires qui sont identiques, la borne supérieure, je n'ai pas besoin de la calculer. Je vais simplement prendre l'aire à gauche de UC, la multiplier par 2, et j'obtiendrai mon risque de première espèce. Donc voilà le risque de première espèce, c'est simplement 2 fois l'aire à gauche, c'est-à-dire 2 fois la probabilité que U, ma statistique, soit inférieure ou égale à UC, la valeur observée de cette statistique, sous H0. Donc ça, c'est le raisonnement général qu'on appliquera dans tous les tests bilatéraux, et ça, vous l'avez expliqué dans le formulaire à la page 5, c'est la figure 2.1. Donc une façon de dire en français ce raisonnement, c'est qu'une fois que vous avez posé votre statistique dans votre distribution, elle va couper la distribution en 2 morceaux, et on fait simplement 2 fois le plus petit des 2 morceaux, donc 2 fois l'aire la plus petite, ici 2 fois l'aire de gauche. Si je fais ça et que je calcule le risque de première espèce, j'obtiens un alpha qui est très petit, un risque de première espèce très très petit, 10 puissance moins 32 à quelque chose près. Alors rappelez-vous, quand on a calculé notre statistique UC, on a dit finalement on peut faire aussi le calcul pour les rongeurs, et on avait obtenu une autre statistique UR. Donc qu'est-ce qui se passe si pour calculer notre risque de première espèce, au lieu d'avoir pris UC, on avait pris UR? On peut faire le même raisonnement, simplement la statistique, elle va être de l'autre côté. Elle va être de l'autre côté puisqu'elle est beaucoup plus élevée, la distribution est la même, mais la statistique vaut 14 818. Donc on est clairement à droite. Donc si je refais mon raisonnement test bilatéral, donc j'ai dit tout à l'heure, le risque de première espèce c'est 2 fois l'aire la plus petite. Ici, ma statistique UR coupe ma distribution en 2 morceaux, dont le morceau de droit est clairement le plus petit, donc je dois faire 2 fois l'aire de droite. Je fais mon calcul et j'obtiens exactement la même valeur que tout à l'heure. Donc finalement, sur ces deux statistiques UR et UC, peu importe la statistique qu'on choisit, puisque le résultat qu'on obtient est strictement le même. On en a maintenant terminé avec notre test de Wilcoxon, puisqu'on vient d'obtenir les valeurs de risque de première espèce, et je vais revenir sur chacune des étapes qu'on a suivies dans notre raisonnement, en essayant de bien structurer. Alors la première des étapes, c'est l'identification de la question
qu'on se pose. Notre question, c'est de comparer la longévité moyenne des chiroptères à celle des rongeurs. Donc il faut, c'est la deuxième étape, identifier l'outil statistique adapté pour cette comparaison de moyenne. On a pu montrer que nos données n'étaient pas normalement distribuées, et donc on a dû choisir le test de Wilcoxon. Alors maintenant, on en vient aux étapes de la réalisation de ce test, proprement dit. La première étape, c'est le choix de l'hypothèse nulle, c'est qu'il n'y a pas de différence de longévité entre chiroptères et rongeurs, et à celui de l'hypothèse alternative, qui est qu'il y a une différence. Donc rappelez-vous, on a choisi de faire un test bilatéral parce qu'on n'était pas capable de savoir qui des chiroptères ou des rongeurs vivrait le plus longtemps. On a pu ensuite transformer nos données en rang et calculer la statistique de Wilcoxon, donc UC égale 1725, et déterminer la distribution de cette statistique sous H0, qui est une loi de Wilcoxon, paramétrée par les tailles d'échantillons. Alors maintenant, à gauche de l'écran, vous avez ici la vraie distribution de Wilcoxon, je veux dire celle qui correspond vraiment à nos tailles d'échantillons, et on voit que notre UC est très très à gauche de la distribution, donc le alpha, vous voyez, c'est 2 fois l'air sous la courbe à gauche de UC, on comprend que ce soit très petit. Alors ce alpha, on l'a pu le calculer, donc c'est, comme je viens de le dire, 2 fois l'air à gauche de UC. Rappelez-vous que ce calcul-là, cette façon de calculer alpha, vient du fait qu'on a choisi notre hypothèse alternative comme ça, c'est-à-dire c'est parce qu'on fait un test bilatéral qu'on calcule alpha comme ça, et on obtient une valeur très très faible de 10-32, à partir de laquelle on peut conclure. Notre conclusion, c'est que alpha étant très faible, on prend très peu de risques en rejetant H0, on va donc rejeter H0. Si on rejette H0, c'est qu'on accepte H1, c'est synonyme, et donc on peut conclure qu'il y a une différence significative de longévité entre les chauves-souris et les rongeurs. Voilà, on en a terminé avec notre test de Wilcoxon. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.